Place à notre invité au cœur de l'info. Nous prenons le temps de nous interroger ce soir sur la place de la justice, de la mémoire, 30 ans après le génocide de Srebrenica. Quelles leçons ont été tirées localement, mais aussi par la communauté internationale? Comment victimes et bourreaux parviennent-ils à cohabiter? La tentation sécessionniste est forte, renforcée par l'héritage de Dayton, un État composé de deux entités très difficiles à gouverner. Merci beaucoup, Jacques Rupnik, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, directeur de recherche émérite au CERI de Sciences Po. Et il y a 30 ans, vous étiez le directeur exécutif de la Commission internationale sur les Balkans. Alors Srebrenica, ce sont ces milliers de stèles blanches que l'on a vues évidemment aujourd'hui, que l'on connaît, qui signifient l'horreur. Une horreur qui n'est pas commémorée par tous. Et je voulais insister là-dessus pour commencer. C'est de cette bataille des mémoires que nous parlent aussi ces commémorations du 11 juillet. Pardonnez-moi. Oui, c'est incroyable de penser que 30 ans après, on n'a pas progressé véritablement dans le dialogue des mémoires. Il y a bien sûr la mémoire des victimes, ceux qui ont été massacrés à Srebrenica, et plus généralement, c'est la façon dont les Bosniaques, c'est-à-dire les musulmans de Bosnie, la façon dont ils commémorent cet événement. Mais on aurait pu penser qu'au fil des années, les Serbes qui étaient les principaux impliqués là-dedans, c'est quand même les troupes du général Mladic qui ont exécuté 8000 hommes et jeunes hommes à Srebrenica il y a 30 ans, qui auraient eu l'occasion de réfléchir sur ce qui s'est passé. Il y a eu les décisions de la Cour internationale de justice qui a qualifié cet acte de génocide. Eh bien aujourd'hui, nous voyons que la Serbie, ou en tout cas les dirigeants serbes de Bosnie, restent dans le déni complet et considèrent que c'est en gros un accident de parcours dans la guerre, mais refusent catégoriquement le terme de génocide. Voilà, exactement. Il y a un déni du génocide de la part des Serbes et des Serbes de Bosnie. Vous l'évoquiez, vous le rappeliez, la justice internationale est passée par là, mais les jugements ne sont pas pris au sérieux, ils ne sont pas respectés. Et les civils n'ont pas de réparation, ni par la justice, ni financièrement d'ailleurs. Non, mais il faut quand même dire que les deux principaux protagonistes, c'est-à-dire le général Mladic que j'ai mentionné et qui était responsable directement de l'exécution de ces 8000 Bosniaques, et il faut rappeler que ils étaient censés être protégés par les casques bleus de l'ONU, qui étaient des soldats néerlandais et qui ont fait défaut dans cette protection. Et il y a aussi Radovan Karadzic, je l'appelle le psychiatre fou, parce que c'était un psychiatre qui s'est lancé dans la politique, qui est devenu le leader des Serbes de Bosnie. Et c'est lui qui a développé véritablement une idéologie de la purification ethnique. Il n'était pas le seul, bien entendu, mais il en a fait un mouvement politique et une justification, en quelque sorte, de la violence et du meurtre et de ce qui s'est passé à Srebrenica. Or, et Mladic et Karadzic ont été arrêtés, inculpés devant le tribunal pénal de La Haye et condamnés à perpétuité. Donc, une forme de justice a quand même été rendue. Bien sûr, il n'y a pas de compensation matérielle, que vous avez dit, mais quand même, symboliquement, c'est très fort. Les deux principaux protagonistes ont été condamnés à perpétuité par la justice internationale. Il y avait un troisième protagoniste qui était Milosevic, et Milosevic s'est suicidé la veille de son procès. Il était lui-même aussi inculpé à La Haye. Mais c'est vrai que localement, bourreaux et victimes continuent de cohabiter. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, il n'y a pas de dialogue au niveau politique. En fait, chaque communauté ne reconnaît que ses victimes. Absolument. Chaque communauté, non seulement ne reconnaît que ses victimes, refuse tout dialogue sur ce qui s'est passé il y a 30 ans, donc on est resté au point mort. Même, je dirais, il y a une certaine régression, parce que il y a une vingtaine d'années, il y a 20-25 ans, un semblant de dialogue existait
au moins au niveau de la société civile. Et on voyait aussi un dialogue qui s'était engagé entre la nouvelle direction post-Milosevic en Serbie dans les années 2000 et aussi à Zagreb. Et on avait un dialogue Serbie, Croatie et les deux d'ailleurs se rendant sur place à Sarajevo pour rendre hommage aux victimes. Eh bien, on est en pleine régression, car ce que je viens de dire s'est passé il y a 20 ans, mais qui aujourd'hui serait impensable. Alimenté, soutenu par ce monstre institutionnel qui est cet État de Bosnie-Herzégovine qui a été créé par Dayton. C'est vrai qu'on a fabriqué là quelque chose qui ne permet pas ou qui accentue en tous les cas peut-être ces divisions et cette défiance. Oui, alors il est un peu facile d'accuser Dayton, surtout 30 ans après. Je rappelle quand même les faits. Il y avait une situation, et Srebrenica a été un tournant dans la guerre. Hein. Je rappelle que ça faisait 3 ans que la purification ethnique se poursuivait, que toutes les tentatives de la communauté internationale, les casques bleus, les différentes négociations menées à Genève ne menaient à rien, et que c'est Srebrenica, entre autres, ainsi que le massacre sur le marché de Sarajevo, qui ont déclenché une riposte de la communauté internationale. Et la France était d'ailleurs impliquée parce que les Serbes avaient pris des otages, des casques bleus otages, y compris des Français. Et là, le président français, Jacques Chirac, a dit on ne peut plus continuer comme ça, on fait semblant d'être les casques bleus, maintien de la paix, alors qu'il n'y a pas de paix. On tire ou on se tire. C'était sa formule. Et la formule a été retenue. Il a directement contacté le président américain et il y a eu un vrai tournant dans la guerre avec les frappes aériennes américaines et c'est ce qui a mis un terme à la guerre. Et Dayton est venu ensuite pour régler, disons, l'immédiat après-guerre. Et donc Dayton, c'est une base militaire dans l'Ohio aux États-Unis. Les principaux protagonistes, c'est-à-dire Izetbegovic, le bosniaque, le leader croate et non pas le leader des Serbes de Bosnie, mais Milosevic, qui était là pour représenter les Serbes. Et ont trouvé un accord, enfin c'est pas eux qui l'ont trouvé, il leur a été plus ou moins imposé par Richard Holbrooke, et qui a été un formidable négociateur, et il a imposé la paix par la séparation. Mais c'était la seule façon d'imposer la paix. Rien n'obligeait les Bosniaques de garder ces institutions après. Jacques, pardonnez-moi, vous pensez qu'aujourd'hui, un pays pour tous, c'est une utopie ? C'est pas une utopie, mais c'est pas quelque chose qu'on peut imposer de l'extérieur. Dayton, c'était une paix imposée de l'extérieur, avec, disons, c'était la paix par la séparation. Il y a la Republika Srpska des Serbes, il y a la Fédération croato-musulmane. Donc vous avez 3 sujets. D'ailleurs, la constitution de Dayton est la seule constitution que je connaisse qui n'est pas de sujet, il n'y a pas de peuple, il n'y a que les 3 peuples constitutifs et chacun a le droit de veto dans les institutions quand il considère que ses intérêts vitaux sont concernés. Donc, je ne dis pas que ce soit impossible, mais ça ne peut venir que de l'intérieur. Il faut que la société civile, que les habitants de Bosnie, les Bosniaques, les Croates et les Serbes, les Croates, j'y compte pas beaucoup parce qu'ils sont moins nombreux et surtout, ils sont adossés à la Croatie, ils ont tous des passeports croates et en quelque sorte, ils regardent ailleurs. Mais il faudrait qu'il y ait un changement, surtout du côté serbe, car la Serbie mène, enfin, pas la Serbie, la Republika Srpska, Dodik, le leader des Serbes de Bosnie, mène une politique, je dirais, séparatiste, au point de vue institutionnel, au point de vue politique aussi. Hein, il louche vers Poutine, il salue la grande alliance avec la Russie. Et donc, oui, je pense que ça, c'est le principal obstacle, disons, pour qu'on puisse surmonter un jour les traumatismes d'il y a 30 ans. Il faut créer les conditions d'un dialogue dans la société. Et
Ça exige des changements politiques qui, pour l'instant, ne sont pas encore à l'horizon. Ou alors, quand il y a des révisions, quand on conseille une révision de la loi et de la Constitution, quand c'est adopté, c'est pas forcément appliqué. C'est toute la difficulté. J'ai eu beaucoup d'échanges ces derniers jours avec des acteurs politiques depuis Sarajevo. Et c'est vrai qu'on me parlait d'un climat de peur. On me disait les minorités ont peur. On s'attend à une autre guerre. Vous pensez que 30 ans après, un tel acte sanguinaire pourrait se reproduire ? On ne peut rien exclure. Et vous savez, la mobilisation des passions, des haines, c'est toujours possible pour des entrepreneurs politiques. Je crois que la société quand même a été vaccinée. Ils ont beaucoup souffert. Il y a eu plus de 100 000 morts en Bosnie pendant cette période. Il y a eu des millions de personnes déplacées. Je crois que ça a été un vrai traumatisme. Je crois que personne n'a envie de replonger là-dedans. Mais comme vous le disiez, ça peut être instrumentalisé. Politiques qui attisent la haine. Voilà, ça peut être instrumentalisé, et notamment par des acteurs étrangers. Et on pense éventuellement à la Russie. On peut se demander s'il n'y a pas des similarités entre la stratégie de Milosevic à l'époque et celle de Poutine aujourd'hui. Le parallèle avec la Russie est intéressant parce que vous voyez que ce qui caractérisait, disons, l'idéologie de la purification ethnique et qui a mené au massacre, c'était de dire aux Bosniaques, c'est-à-dire aux citoyens musulmans de Bosnie qui représentaient plus de 40% de la population, de leur dire, mais en fait vous êtes des Serbes qui s'ignorent. Et donc soit par la violence on va vous remettre dans le droit chemin, si j'ose dire, on va faire de vous de vrais Serbes, ou alors on les désignait comme des Turcs, comme des voilà, vous êtes des agents de la Turquie, héritage ottoman. Eh bien, quand je vois aujourd'hui Poutine, c'est pas vieux, c'est le 20 juin, Poutine dire la Russie et l'Ukraine, c'est la même chose. Les Ukrainiens sont des Russes. Oui. Autrement dit, on retrouve là le raisonnement. Pour justifier la violence et l'agression, vous niez l'existence de l'autre, comme individu ou comme collectivité séparée. Ou comme communauté. Et bien sûr, oui. Voilà. Et donc les massacres collectifs comme celui de Srebrenica, bien entendu, mais on voit que dans le cas de la Russie et de l'Ukraine, il y a beaucoup de débats autour des termes qu'il faut employer, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Est-ce que le terme de génocide est approprié ? Je n'en suis pas sûr. Ça, c'est déjà un autre débat sur les usages et abus du terme de génocide. Mais on n'avait pas assez de temps pour entrer là-dedans. Oui. Je suis désolée, Jacques Rupnik, il va falloir malheureusement et surtout, je voulais conclure sur cette très belle phrase recueillie auprès d'une mère de Srebrenica ces jours-ci, qui m'a été partagée aujourd'hui. Cette maman disait à mon interlocutrice, on n'a pas besoin de réconciliation, on est fâché avec personne, on a besoin de confiance. Et ce que vous avez évoqué tout à l'heure, je vous remercie beaucoup de l'avoir mis en lumière. Merci à vous, Jacques Rupnik.